Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et pour pouvoir nous aider à mieux comprendre. Vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes professeur à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris. Dans la nuit de samedi à dimanche, le régime de Bachar el-Assad a donc basculé. Bachar el-Assad et sa famille sont officiellement en Russie. Avec vous, on va essayer de comprendre la situation, les implications, ce que ça dit aussi de la Russie, de l'Iran, de la Turquie, d'Israël, et puis les conséquences pour le monde et la question du terrorisme. Mais d'abord, de qui on parle et de quoi on parle lorsque l'on parle d'Al-Jolani et de HTS. Qu'est-ce que ça veut dire et qui sont ces gens ? Alors, ce sont des islamistes, très concrètement, c'est-à-dire des gens qui interprètent le Coran de manière extraordinairement politique, qui souhaitent imposer la charia, donc un code de loi islamique, sur l'ensemble du monde, de l'Oumma. Sauf que c'est la maman en arabe. L'Oumma, c'est un grand concept, en quelque sorte, à la fois territorial et démographique. Donc, qui couvre pratiquement toute la planète, en tout cas là où vivent des musulmans. Ça, ce sont des islamistes. Ils sont par ailleurs djihadistes, c'est-à-dire qu'ils cherchent à imposer réellement ce système-là à l'ensemble de la planète, contrairement à d'autres islamistes qui sont plus localistes. Je pense notamment aux talibans, qui eux ne s'intéressent qu'à l'Afghanistan. Aujourd'hui, Jolani, il fait preuve d'un certain pragmatisme. Je ne parle pas de modération, je parle de pragmatisme. C'est quelqu'un qui manifestement est assez prudent au sens où il connaît les rapports de force. Ça a beau avoir été un djihadiste, je ne sais pas s'il le reste, je ne suis pas dans son esprit, mais pour l'instant, il sait qu'il ne dispose que de cartes extrêmement faibles. Certes, il a abattu un régime qui était déjà très vermoulu, sinon pourri, depuis pas mal d'années, mais il ne dispose que d'une partie du territoire syrien. Par exemple, le Grand Nord-Est appartient toujours aux Kurdes. Au sud-ouest, vous avez mentionné il y a un instant Israël. Les Israéliens ne laisseront pas, de toute façon, cette coalition islamiste s'approcher de la frontière du plateau du Golan. Et puis, il y a encore la région maritime alaouite qui n'est pas encore sous contrôle. On va essayer de comprendre justement ce qu'il se joue dans un territoire où il y a la question des Kurdes, où il y a la question de quelques poches de Daesh, où il y a aussi des soldats américains qui sont basés. Mais je voudrais qu'on écoute les mots d'Al-Jolani. Il était dans une des plus grandes mosquées de Damas hier et il s'est adressé à la population syrienne, mais il sait aussi que le monde entier l'écoute. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour toute la nation islamique. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour la région. Le président syrien Bachar al-Assad a transformé la Syrie en une ferme pour les ambitions iraniennes. Il a répandu le sectarisme. Un prêche, littéralement, dans cette mosquée des Omeyyades à Damas. Comment est-ce que vous lisez à la fois les propos et l'image? Alors c'est intéressant parce que d'abord il se présente sans turban. Il se présente de manière relativement moderne. C'est quelqu'un qui n'est pas sans rappeler dans sa scénographie une forme de Che Guevara. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est voulu. Oui, c'est quelqu'un qui a appris des erreurs. D'ailleurs, il le dit lui-même, des djihadistes de naguère, des années 2010, qui finalement ont perdu tellement ils faisaient peur à la fois aux États arabes de la région, y compris aux États sunnites traditionnalistes. Je pense par exemple à l'Arabie Saoudite, qui est ultra conservatrice, mais qui avait très peur de ces djihadistes. Et puis, bien évidemment, il faisait peur aux Occidentaux. Et là, dans son discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas exclusivement de la Syrie, il parle bien de la nation musulmane. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est davantage l'Oumma que la notion de Watan. Watan, c'est la nation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans son discours, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de l'Iran. Et en fait, on a trop oublié ou négligé en Occident ce clivage extraordinairement virulent, un clivage théologique et politique entre, d'une part, les chiites, environ 10% de l'islam du monde, et d'autre part les sunnites. Et les chiites ne sont qu'en Iran, dans une partie de l'Irak. Alors en Syrie, puisque Assad est un alaouite, et les alaouites sont une branche éloignée, on va dire ça comme ça, du chiisme. Et puis le Hezbollah. Mais vous voyez, sur l'ensemble des musulmans dans le monde, environ 1,7 milliard de personnes, les chiites sont très minoritaires, et l'axe pan-chiite, grand chiite si vous préférez, s'étendait jusqu'à présent de l'Iran à l'est, au Hezbollah et pratiquement à Beyrouth, à la Méditerranée, à l'ouest. Ça, c'est terminé. Et on va essayer de comprendre justement les fils qui sont tirés avec la question de l'Iran, de la Russie. Mais sinon, on en reste à ce personnage, donc Al-Jolani.
Vous disiez sur la forme, au moins, il y a un vrai changement. Et d'ailleurs, on raconte qu'il a médiatrainé, comme on dit désormais, son image, qu'il a taillé sa barbe, qu'il a effectivement pris un accoutrement plus du style Che Guevara. Est-ce qu'il faut se fier à cette forme et à cette apparence? Je pense qu'il peut très bien être réellement converti au pragmatisme. Mais je répète que le pragmatisme, c'est une forme de prudence, c'est une forme de compréhension très fine des rapports de force, mais ça ne signifie pas que sur le plan idéologique, on ait affaire à des gens modérés. Ça, pour le coup, je ne le crois pas. Avant de tirer les fils, comprenons ce qu'il se joue en Syrie. On a entendu les scènes de liesse, de joie, de libération, effectivement, de l'arrivée d'HTS. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de démocratie? Est-ce que l'on peut espérer pour le peuple syrien que dans les semaines qui viennent, ils puissent eux-mêmes choisir leur destin? La réponse est non. Une démocratie sous la férule, sous le pouvoir d'islamistes, même lorsqu'ils sont pragmatiques, ça ne s'est jamais vu nulle part, avec une semi-exception d'un an qui a été celle de Morsi, le président égyptien, élu dans des conditions particulières au cœur du printemps arabe en 2012. Ça a duré jusqu'en 2013. Et encore, ça a été une démocratie imparfaite. Donc non, je n'y crois pas. En revanche, les scènes de liesse ont concerné pas seulement les sunnites, mais également les fameuses minorités dont on disait qu'elles étaient protégées par Assad, puisque lui-même était minoritaire à la tête des Alaouites. Or, je pense qu'on s'est beaucoup trompé sur Assad. Sa répression, ourbi et torbi, en quelque sorte, en Syrie, était extrêmement violente, y compris vis-à-vis des minorités. C'est la fin d'un régime abominable. La libération des prisons en est encore la preuve. On voit ces images de recherche de cellules, de véritables cavernes sous la prison où l'on croit entendre les cris de prisonniers enfermés. On redécouvre en quelque sorte que rien de tout cela n'était apaisé, qu'il s'agit d'une véritable abomination. Ah oui, non, mais ça a été l'un des pires régimes de l'histoire du XXe et du début du XXIe siècle, qui commence avec Hafez al-Assad, donc le père de Bachar, qui prend le pouvoir déjà par un coup d'État en 1970, qui lui était un militaire. Et depuis, la répression n'a absolument jamais cessé. Non seulement répression, mais occupation d'une grande partie du Liban pendant une grosse trentaine d'années, des guerres, notamment celle de 73, en l'occurrence contre Israël, et puis des actions extrêmement violentes contre un certain nombre de minorités. Je pense notamment aux Kurdes au nord-est du pays. Frédéric Ancel, vous parliez à l'instant des minorités. On parle des chrétiens, on parle des Kurdes. Quelle est leur relation avec l'arrivée d'HTS? Alors, les Kurdes bénéficient déjà d'une forme d'autonomie. Cette autonomie va se renforcer, manifestement. Parce que vous ne pouvez pas rentrer, surtout que cette coalition, pour l'instant, militairement, n'est pas très forte tout de même. Vous ne pouvez pas rentrer dans le territoire kurde situé au nord-est du pays, parce que là, les Kurdes sont extrêmement majoritaires. Ils sont soutenus par l'Occident, notamment par les Américains, on l'a vu encore ces dernières heures, par les Britanniques et les Français. Après, lorsque on évoque les Alaouites, qui, eux, vivent sur la côte méditerranéenne pour l'essentiel, je pense que ce sont ceux qui ont le plus à craindre de vengeance, si vengeance il y a. Pour l'instant, manifestement, on est encore dans une forme de pragmatisme de la part de Djolani. Eux ont beaucoup à craindre parce qu'ils ont été au pouvoir et ils en ont bénéficié depuis 1970. Restent les Druzes, qui sont Les chrétiens. Oui, alors, et les chrétiens et les Druzes, bien sûr. Les Druzes, eux aussi, sont assez territorialisés. On les trouve essentiellement à l'extrême sud-ouest, très proche de la frontière israélienne. Et Israël a déjà proposé d'étendre en réalité sa protection aux Druzes, puisqu'il y a beaucoup de Druzes en Israël aussi. Et enfin, les chrétiens, le vrai problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas territorialisés. Autrement dit, on en trouve dans plusieurs villes et surtout, ils n'ont jamais revendiqué une autonomie particulière sur un territoire particulier. Vous craignez pour eux? Oui, je crains bien sûr pour eux. De toute façon, les chrétiens au Moyen-Orient, de manière générale, en Syrie et en Irak en particulier, ont largement déserté ces dernières années leurs pays respectifs lorsqu'ils le pouvaient. Frédéric Ancel, vous évoquiez à l'instant le soutien des États-Unis, notamment aux Kurdes. On apprend qu'ils ont mené des dizaines de frappes aériennes la nuit dernière dans le centre de la Syrie, qui visaient notamment 75 cibles du groupe État islamique. Il reste donc des poches de Daesh. La crainte principale des États-Unis, c'est aussi que ces poches de Daesh trouvent une forme d'alliance. Est-ce que c'est possible avec HTS et renaissent en quelque sorte de leur cendre? Alors voilà, Daesh est considéré, donc l'État islamique est considéré comme extraordinairement violent, à juste titre, et comme l'ennemi non seulement des États de la région, mais des Occidentaux. Donc de ce point de vue-là, d'ailleurs, la guerre contre eux n'a jamais arrêté. Mais Biden a décidé, sans doute avec raison, d'essayer de convaincre Al-Jolani, si c'était nécessaire, de ne pas passer alliance avec ses anciens camarades de combat et ceux qui restent, pour le coup, extrêmement violents au dernier degré.
Et dans tout ce chaos, la déclaration du Premier ministre israélien hier, Benjamin Netanyahou, qui salue ce jour historique, qui imagine un nouveau jour pour la région, et qui même en quelque sorte laisse entendre que c'est grâce à lui. Alors, il est clair que la concomitance entre, d'une part, le cessez-le-feu qui est intervenu la semaine dernière entre le Hezbollah vaincu et Israël vainqueur, et l'arrivée au pouvoir, enfin la conquête fulgurante par Al-Jolani de Syrie, cette concomitance, elle n'est pas liée au hasard. C'est-à-dire que les Israéliens, mais aussi dans une large mesure les Occidentaux, les Turcs, bien évidemment, qui contrôlent la frontière nord de la Syrie, et d'où viennent une partie des armes, peut-être même des combattants, les islamistes. Tout cela relève effectivement, non pas d'un complot, c'est quelque chose de parfaitement bien compris. Ce sont des États... Donc techniquement, Benjamin Netanyahou ne dit pas faux. Non, il ne dit pas faux. Je pense qu'il a contribué avec les États occidentaux, mais aussi avec la Turquie, à armer une partie, en tout cas, de cette coalition. Pourquoi ? Parce que pour Israël, comme pour les États dont on vient de parler et les Occidentaux, le pire ces dernières années, c'est vraiment l'axe pro-iranien. Et cet axe pro-iranien, ce continuum territorial et confessionnel chiite, il est aujourd'hui cassé. Il faut bien comprendre qu'entre l'Iran et l'Irak d'une part, le Liban, avec le Hezbollah d'autre part, on a la Syrie. Et si aujourd'hui la Syrie est dirigée par des gens très violemment anti-chiites, on l'a encore entendu dans le discours d'Al-Jolani il y a quelques minutes, c'est là une vraie victoire pour Israël, mais encore une fois, pour les autres États de la région aussi. Pour les autres États de la région aussi, pour la Turquie notamment, vous parliez des armes à l'instant. Pourrait-il également s'emparer, on parle de l'arsenal, pas nucléaire, mais chimique de Bachar el-Assad, les armes chimiques qui ont été, on s'en souvient, tragiquement utilisées, rappelées d'ailleurs par Donald Trump, qui pointe la responsabilité de Barack Obama, estimant qu'à l'époque, lorsque Barack Obama n'a pas assumé les lignes rouges, contrairement à ce que souhaitait François Hollande, à l'époque, on se souvient, François Hollande qui s'est retrouvé seul, sans ses alliés anglais et américains, Donald Trump qui rappelle cela aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des armes, et de ce qui se joue aux États-Unis. Sur ce plan-là, en tout cas, il a raison. 2013, août-septembre 2013, c'est l'échec de Barack Obama, très grave. Parce une forme de lâcheté, on peut parler d'une forme de lâcheté. En tout cas, de trop grande prudence ou peut-être de naïveté, puisqu'à l'époque, il a cru que les Russes allaient débarrasser le Moyen-Orient de ces armes chimiques qui étaient aux mains de la Syrie. Il n'en a rien été, bien évidemment, puisque M. Poutine était déjà d'une très grande duplicité à l'époque. Donc, c'est la raison pour laquelle, cette nuit, les chasseurs-bombardiers israéliens ont mené plusieurs dizaines d'actions sur des sites a priori balistiques, mais syriens. Donc pour des sites de missiles. Détruire cet arsenal ? Oui, en tout cas une partie. En tout cas une grande partie. Parce on peut imaginer que ça a été efficace ? Alors ça, je ne le sais pas. On le saura dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ces dernières semaines, la chasse israélienne a quand même démontré une certaine efficacité, notamment au Liban, c'est le moins qu'on puisse dire. On a entendu une forme d'inquiétude de la part des États-Unis, vigilance au minimum, mais Donald Trump qui lui dit, parce qu'on a cette sorte de pays bicéphale avec à la fois Donald Trump qui est déjà quasiment en action, ou en tout cas par la parole, et évidemment Joe Biden qui est encore officiellement président jusqu'au 20 janvier. Joe Biden qui lui s'exprime hier et Donald Trump qui dit ça n'est pas notre territoire, ça n'est pas nos affaires, nous ne devons pas nous en mêler. Qui croire ? Alors, on peut croire les deux, simplement. Donald Trump, lui aussi, est très opposé à Daesh. Simplement, il ne veut pas envoyer le moindre soldat hors des frontières américaines. Mais ça, il y en a déjà. Chose. On est d'accord, il y a 850 soldats américains sur le sol de la Syrie aujourd'hui. C'est ça. Alors, je pense qu'il ne les... un petit peu plus même. Je pense et il y en a encore en Irak. Je pense qu'il ne les retirera pas à partir de sa prise de fonction le 20 janvier, mais il n'en ajoutera pas d'autres. Or, sa crainte à Donald Trump, c'est d'être obligé d'envoyer davantage de soldats américains sur un théâtre d'opération, quel qu'il soit. Et après le retrait calamiteux des Américains il y a un peu plus de 2 ans de Kaboul, qui a marqué certainement le dernier clou planté dans le cercueil des espoirs des interventionnistes américains, après le Vietnam et puis toute une série d'expéditions soit ratées, soit en tout cas très meurtrières, Donald Trump, lui, est très isolationniste et ne veut pas faire plus. Biden, alors on ne le saura jamais, mais s'il avait été élu ou si Kamala Harris avait été élu, il n'est pas impossible d'imaginer qu'ils auraient renvoyé davantage de soldats sur le terrain
à la demande des États du Moyen-Orient. Hein. Je précise bien que les États-Unis, quand ils interviennent au Moyen-Orient, c'est pas toujours, mais presque toujours, à la demande d'États et de régimes politiques souverains. Est-ce que l'on peut imaginer que Donald Trump saisisse cette opportunité, cette situation pour tenter de rabibocher les uns et les autres, de renaître une forme d'accord d'Abraham? Alors oui, notamment avec l'Arabie Saoudite. Hein. La grande cible, au sens positif du terme, hein, le grand marché également de Donald Trump, c'est vraiment l'Arabie Saoudite. Hein. Donc de ce point de vue-là, les Saoudiens ont été en proie au djihadisme. Hein. Daesh, à l'époque, l'une de ses cibles principales, c'était ceux qu'il considérait comme des traîtres, c'est-à-dire les Saoudiens. Les prisons, je voudrais qu'on parle des conséquences à la fois sur les prisonniers, mais aussi sur la question du terrorisme. Il y a des prisonniers de nationalité française qui sont dans les prisons, notamment contrôlées par les Kurdes. Il y a, semble-t-il, un certain nombre de djihadistes français qui seraient également dans les rangs de HTS. D'abord, est-ce que l'on a une idée du nombre de Français qui se trouvent soit parmi les combattants, soit parmi les prisonniers ? Il peut y en avoir encore quelques dizaines. Je ne pense plus qu'on soit dans l'ordre d'idée des centaines. Je pense que c'est terminé, faute de combattants, parce que la plupart sont morts au combat, ou effectivement ils ont été capturés par les Kurdes, qu'on aide d'ailleurs à maintenir leur prison fermée. Hein. Ceux qui sont du côté d'HTS donc, et puis ceux qu'on aide à garder leur prison fermée, dans la crainte évidemment que cela n'ait comme premiers ennemis la France. Est-ce que ceux qui sont dans les jauges des Kurdes vont y rester ? Moi, je le pense, parce que pour le coup, encore une fois, le Kurdistan syrien aujourd'hui, il est autonome. C'est-à-dire que cette coalition islamiste, elle ne pénètre pas au Kurdistan. Hein. Donc de ce point de vue-là, je ne crois pas qu'il y ait une interaction directe. Les inquiétudes donc, qui sont exprimées par une partie de la classe politique française de la droite, qui disent attention, on a déjà vu des scènes de chaos et ça a donné en quelque sorte, de manière directe ou indirecte, le terrorisme ici en France il y a donc 10 ans. Est-ce qu'il faut craindre un scénario similaire? En tout cas, il faut que les services de renseignement soient extrêmement vigilants parce que ne serait-ce que quelques ex-terroristes emprisonnés par Assad qui seraient libérés aujourd'hui, qui seraient restés hein, dans un ethos extrêmement offensif et violemment anti-français, qui chercheraient à rentrer en France, bien évidemment, il faudrait s'assurer de l'absence de dangerosité de la part de ces gens-là. Or, c'est extrêmement difficile. Mais je suis de ceux qui considèrent et qui ont toujours considéré qu'un grand pays puissant comme la France doit pouvoir prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses citoyens, de ses ressortissants, même si ils ont été véritablement criminels. Vous faites partie de ceux qui disent qu'il fallait ramener les femmes, les enfants? La réponse est oui. Les femmes et les enfants, oui. D'abord parce que les enfants sont fondamentalement innocents. Ensuite parce qu'une partie des femmes de djihadistes ont été entraînées, malgré elles, dans cette aventure. La plupart sont encore aujourd'hui en prison. Les autres sont très surveillés. Et à ma connaissance, depuis qu'elles sont revenues en France, il n'y a pas eu d'attentat terroriste de la part d'une femme de djihadiste. Frédéric Ancel, la question des migrations. On sait qu'une partie de la population syrienne avait quitté la Syrie ces 15 dernières années. Une partie allant vers l'Europe, une autre partie allant vers la Turquie. Est-ce que l'on peut imaginer que cette population puisse trouver l'espoir de retourner dans son pays? On peut d'autant plus l'imaginer que le président turc Erdogan n'a pas fait mystère du tout de vouloir les renvoyer en Syrie, donc un peu plus de 3 millions de personnes. Ce qui signifie, entre parenthèses, pour les Européens, qu'on pourrait cesser de subir l'épée de Damoclès en mousse ou en carton de M. Erdogan, qui touche beaucoup d'argent ces dernières années, au prétexte... on lui donne de l'argent, on lui donne de l'argent et en échange, on lui dit, vous gardez les réfugiés. C'est exactement ça, hein, pour être très concret, c'est ça. Donc c'est un deal qui à l'époque a été un petit peu hypocrite, c'est même le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, c'est fini, parce que je rappelle que la Turquie occupe littéralement au droit international la partie nord de la Syrie. Pourquoi? Prétendument pour renvoyer chez eux. C'est une forme d'occupation. Ah oui, c'est une forme d'occupation. Au droit international, la Syrie est encore un État souverain. L'État, le régime, c'est autre chose, mais l'État, il est souverain. Donc la Turquie l'occupe via sa propre soldatesque, et par conséquent, l'épée de Damoclès migratoire sur les Européens, elle doit cesser. Frédéric Ancel, ce que cela dit aussi de l'affaiblissement de la Russie, de l'Iran
Oui, alors sur l'Iran, je le disais, hein, aujourd'hui, d'abord l'Iran a pris des coups très très durs, son espace aérien est pratiquement ouvert hein, aux chasseurs bombardiers israéliens. Donc, une très grande vulnérabilité, puisque son assurance vie, qui était le Hezbollah puissant et ce continuum entre donc l'Iran et le Hezbollah, aujourd'hui il est cassé, hein, il est interrompu en Syrie. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point sur la Russie, on a affaire à quelque chose de proprement ridicule. C'est-à-dire que voilà cette grande puissance qui non seulement il y a 2 ans et demi a échoué à s'emparer d'un État voisin et a priori beaucoup plus faible sur le plan militaire, mais qui est manifestement incapable de mener une simple expédition secondaire sur un front secondaire face à des gens qui quand même ne sont pas aujourd'hui, ça c'est quand même pas la grande armée de Bonaparte en 1810. Donc là, les Russes ont capitulé en rase campagne. Hein. Est-ce que l'on peut espérer alors que ce soit le premier signe d'affaiblissement de la Russie et que ça ait des conséquences pour l'Ukraine? Alors affaiblissement, oui, mais c'est pas le premier signe. Le premier signe, c'était il y a 2 ans et demi, les chars russes qui échouent devant Kiev. Bon, mais depuis, effectivement, on n'a jamais cessé de voir, de constater des signes de faiblesse de cette armée qui était considérée il y a encore 3 ans comme la deuxième ou troisième au monde. Hein. Et j'ajoute un dernier point, la duplicité de Monsieur Poutine, et pas seulement sa faiblesse militaire, elle s'est une fois de plus exprimée, puisque Poutine a capitulé en rase campagne, je reprends cette expression importante, face vis-à-vis de ses alliés arméniens en 2020, lorsqu'ils ont été attaqués par l'Azerbaïdjan. Monsieur Poutine n'a jamais réellement soutenu Bachar el-Assad après 2016, 2017, 2018, notamment lorsque les chasseurs bombardiers israéliens empruntaient régulièrement l'espace aérien syrien. On n'a pas vu de MiG ou de Sukhoi soutenir Bachar el-Assad. Et enfin, Monsieur Poutine est proche de l'Iran simplement parce que l'Iran est capable de lui fournir ce qu'il n'a même pas, c'est-à-dire des drones suicides à employer sur le front ukrainien. Merci Frédéric Ancel de nous avoir éclairé ce matin. Géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, et je cite votre livre « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle », c'est aux éditions Édile Jacob. Il est 8h53 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.